Bienvenue à toutes et à tous. On est le 23 décembre 2025 et aujourd'hui, on va faire une plongée en profondeur dans le réseau Pi. On a passé au crible pas mal de communications récentes de la communauté et l'objectif, il est simple. On va essayer de comprendre où en est vraiment le projet en regardant ce que les utilisateurs voient, mais aussi et surtout ce qui se trame en coulisses. Oui, et c'est vraiment le moment parfait pour faire ce point. Le réseau Pi est à un tournant. On sent bien à travers les sources qu'on est dans une phase cruciale. Cette transition entre la simple accumulation de jetons et une vraie utilité économique. C'est ça. Et c'est toute la tension du projet en ce moment. D'un côté, la construction d'une infrastructure technique qui est très très complexe, et de l'autre, l'engagement de la communauté pour créer de la valeur. Allez, on commence tout de suite par le plus concret pour les pionniers. Les événements, le commerce, on entend beaucoup parler du Pi-Fest pour les fêtes. Ah oui, le Pi-Fest. L'idée, c'est de mettre en lumière les commerçants, que ce soit des boutiques locales ou en ligne, qui acceptent le Pi. C'est un peu une grande opération pour dynamiser le commerce avec Pi, avec des offres spéciales, des réductions, ce genre de choses. Et ce n'est pas la première fois, hein. C'est ça qui est intéressant, l'édition 2024 avait déjà généré des chiffres assez impressionnants. Un des rapports qu'on a lus parlait de 9,5 millions de transactions. Quand même. Oui, dans 27 000 magasins et, tenez-vous bien, dans 160 pays. Donc, ils ne partent pas de rien, il y a une base qui est déjà là. Exactement. Et pour 2025, le principe est le même. On trouve un commerçant participant, on paie en Pi, et puis on partage une photo ou une vidéo sur leur application sociale, le Fireside Forum. Avec le hashtag Pifest, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait aussi une petite incitation, l'équipe Pi va tirer au sort 100 participants pour gagner des t-shirts, des casquettes. Bon, c'est symbolique, on est d'accord, la chance de gagner une casquette est minime. Mais ce n'est pas vraiment ça le but. Non, c'est clair. Mais au-delà de l'événement, quelle est la stratégie de fond derrière ça? En fait, c'est une démonstration. C'est une manière de prouver leur principe fondamental, ils le répètent depuis le début. La valeur du Pi, elle vient de l'utilité réelle, des activités économiques, pas de la spéculation. Chaque transaction compte, en gros. Chaque transaction, même la plus petite, renforce l'écosystème. C'est une brique de plus. Il y a une analogie que j'ai trouvée intéressante dans une des sources, c'est celle avec les débuts d'Amazon. Ah oui. En 1994, Amazon faisait 20 000 $ de transactions. Aujourd'hui, en 2025, on parle de 600 milliards. Ça illustre bien comment une économie native peut grandir en partant de microtransactions. D'accord, c'est une bonne image. Donc on a des commerçants, des transactions, ça c'est la partie visible. Mais pour que ces commerçants aient une adresse numérique, il faut des noms de domaines, j'imagine. C'est là qu'interviennent les domaines en .pi? Exactement, vous mettez le doigt dessus. C'est l'étape d'après. Le processus d'enchère pour ces fameux noms de domaine vient tout juste de se terminer. Et ça a donné quoi? Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de pionniers ont réussi à remporter des domaines pour presque rien. Parfois, l'enchère minimale 10 pi. On voit passer des noms comme pilote.pi, bdsgroup.pi. Ok, mais ce n'est pas juste pour avoir une belle adresse mail, j'imagine. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire avec .pi? Non, et c'est le point clé. Avoir le domaine, ce n'est que le début. Maintenant, les gagnants doivent créer une application, un service, une utilité pour leur domaine. Ils doivent soumettre un projet. Ah, d'accord. Donc on passe d'un utilisateur qui était plutôt passif à un bâtisseur, un entrepreneur. C'est complètement ça. Ça transforme des utilisateurs passifs en acteurs du réseau. Et pour un projet qui se veut décentralisé, c'est vital. L'écosystème ne peut pas tourner si tout le monde attend que la core team fasse tout. Là, on donne les outils pour que la communauté construise ses propres boutiques, ses propres dApps. Bon, la vision côté communauté, elle est assez claire. Construire, commercer, utiliser. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut une fondation technique solide. C'est là qu'on parle du fameux protocole version 23. C'est le cœur de la machine. La mise à jour technique que tout le monde attend. Sur le papier, ça va amener 3 choses majeures. Une meilleure scalabilité. Attendez, on va traduire ça. Scalabilité, pour que tout le monde suive, ça veut dire que le réseau pourra gérer beaucoup plus de transactions en même temps sans que ça rame. C'est ça. C'est exactement l'idée. Passer d'une départementale à une autoroute. La deuxième chose, c'est des transactions plus rapides. Et la troisième, et c'est peut-être la plus importante, c'est le support pour des contrats intelligents complexes. Et ça, concrètement, ça permet de faire quoi qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Pensez à des accords qui s'exécutent automatiquement, sans intermédiaire. Par exemple, une assurance décentralisée. Si un vol est annulé, le contrat le détecte et vous rembourse instantanément en Pi. Pas de paperasse.
Ça ouvre la porte à la finance décentralisée, la DeFi, aux NFT, à des jeux. Bref, un écosystème beaucoup plus riche. D'accord, c'est la clé pour passer à la vitesse supérieure, mais... Alors, question. Les sources disent que ce protocole V33 est en retard. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs de lancer les noms de domaine avant d'avoir l'autoroute technique? C'est une excellente question et elle agite la communauté. D'après les documents, ce n'est pas un signe d'inactivité, mais plutôt une question de priorité. D'abord, en lançant les enchères de domaine, ils ont voulu créer une dynamique, donner un signal aux développeurs pour qu'ils commencent à concevoir leurs applications. D'accord. Un appel d'air. Voilà. Ensuite, ils ont un autre énorme chantier, le paiement des récompenses pour les validateurs de KYC. C'est un travail de fond et c'est prévu pour le premier trimestre 2026. Et il y a un troisième projet en parallèle, c'est ça? Oui, et pas le plus simple, hein. Le développement de leur propre échange décentralisé, le DEX, et des pools de liquidités qui vont avec. Tout ça est en phase de test. Donc si on met tout ça bout à bout, la conclusion c'est... La conclusion, en lisant entre les lignes, c'est qu'un open mainnet complet, une ouverture totale du réseau, semble bien plus réaliste pour 2026. Pas avant. D'accord. Alors parlons-en de ce DEX, échange décentralisé. Pour expliquer simplement, c'est une place de marché qui n'est contrôlée par personne, contrairement aux plateformes comme Binance ou autres. Le système fait la loi, c'est à peu près ça. C'est une bonne image. Et pour que les échanges aient lieu, il faut des jetons en réserve. C'est ça, le pool de liquidité. Les fonds que les utilisateurs mettent en commun pour permettre les échanges. Et ce qui est fascinant dans le DEX de paille, d'après les sources, c'est le rôle du paille lui-même. Ah oui, c'est vraiment le point central. Le paille sera la monnaie de passage obligatoire. Si vous voulez échanger un jeton A contre un jeton B sur la blockchain paille, vous ne pourrez pas le faire directement. La transaction passera forcément par le paille. Le chemin sera jeton A, paille, jeton B. Un peu comme l'Ethereum sur son propre réseau ou le Solana sur le sien. C'est le même principe. Donc Pi ne sera pas juste un jeton parmi d'autres. Ils construisent leur propre bourse, leur propre écosystème fermé où le Pi est la monnaie de référence. C'est une stratégie incroyablement audacieuse. Audacieuse, oui, car ça rend le réseau indépendant. Il n'aura pas besoin des autres plateformes pour sa liquidité. Il crée la sienne. Mais c'est aussi risqué, car il faut que l'économie interne soit assez forte pour que les gens veuillent y rester. C'est un pari énorme sur leur communauté. Et tout ça nous amène à la question que tout le monde se pose, la valeur et la possibilité de vendre. Et là, honnêtement, les sources partent un peu dans tous les sens. C'est là que ça devient flou. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a une source qui affirme qu'un ordre aurait été donné pour permettre la vente de Pi sur 5 grandes plateformes depuis février 2025. OKX, Guide.io, ce genre de plateforme. Exactement. Et de l'autre côté, on a des communications qui parlent de vendre ces pailles au sein de l'écosystème sur une marketplace interne à la fameuse GCV, la valeur de consensus global, mais en précisant bien que ces applications ne sont pas encore officielles. Ah, c'est le grand écart, hein. Comment on explique ça? C'est parce qu'il y a deux visions de la valeur qui s'affrontent. La première, c'est la valeur de marché, celle des échanges externes. La source qui en parle mentionne un prix actuel de 0,20 $, ce qui, pour les pionniers qui minent depuis des années, est vu comme ridicule. Et la deuxième vision? C'est celle de la core team. Leur mantra, c'est l'utilité avant l'évaluation. Pour eux, la vraie valeur, ce n'est pas un chiffre en dollars, c'est le pouvoir d'achat. Combien de services, combien de biens je peux acheter avec mes pailles à l'intérieur de l'écosystème? C'est ça la vraie question. D'accord, mais on ne peut pas ignorer ce prix de 0,20 centimes. Pour le pionnier lambda qui voit ça et qui entend qu'il peut juste acheter un t-shirt avec ses pis, ça doit être incroyablement frustrant, non? Ces deux visions ne risquent-elles pas d'entrer en conflit? C'est tout l'enjeu des prochains mois. On sent que leur communication vise à gérer cette frustration. Ils essaient de redéfinir ce que vendre veut dire. Pour eux, ce n'est pas convertir en euros, c'est utiliser pour acquérir. C'est une bataille culturelle. Et c'est là que le rôle du pionnier est très clairement défini. Justement, les sources insistent beaucoup là-dessus, sur la répartition des rôles. Oui, la distinction est très nette. D'un côté, la core team gère l'infrastructure, le protocole, le DEX, la sécurité. C'est leur domaine. De l'autre côté, le rôle des pionniers, il n'est pas technique du tout. Il est économique. On leur demande 4 choses. Lesquels? 1. Continuer de miner chaque jour. 2. Participer aux événements comme le PyFest. 3. Faire du troc, utiliser le Pi au quotidien. Et 4, et c'est peut-être le plus crucial, devenir des ambassadeurs, intégrer de nouveaux commerçants pour enrichir l'écosystème.
En résumé, la core team construit le stade, et c'est aux pionniers de jouer le match et de remplir les gradins. C'est une parfaite image. Le contrôle technique reste centralisé pour le moment. Mais la création de valeur, elle, est déléguée à la communauté. C'est un effort commun. Et les sources sont claires. Ça va être une longue bataille. Donc, si on fait la synthèse, on a un projet qui avance sur deux fronts. Un front technique, de plus en plus sophistiqué, qui vise l'indépendance avec ce DEX, et un front commercial, communautaire, que l'on pousse à construire activement. Les deux avancent en parallèle, mais pas forcément au même rythme. Tout à fait. Et le message qui ressort de tout ça, c'est la patience et la participation. L'horizon de 2026 est de plus en plus présenté comme le moment où toutes les pièces du puzzle pourraient enfin s'assembler. La promesse, c'est que la valeur finale ne sera pas un chiffre sur un écran, mais le résultat de millions de transactions et de services bien réels. Et ça nous laisse avec une dernière question en suspens, une réflexion pour nos auditeurs. Alors que ce réseau construit son propre système financier, presque en circuit fermé, comment est-ce qu'une communauté mondiale, même immense, peut s'organiser pour donner une valeur stable à sa monnaie, surtout quand l'équipe fondatrice détient encore les clés de toute l'infrastructure technique? Quel est le véritable point de bascule? Le moment où le pouvoir passe réellement des créateurs aux utilisateurs? C'est peut-être ça la question la plus importante pour l'avenir de Pi.